Une présentation aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, bah, juste Mathilde, tu te présentes Oui, et puis après je vais enchaîner. ok. Eh bien, merci de cette invitation. Je suis Mathilde Gralpoix, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Tours, dans une composante qui est une école d'ingénieurs universitaire et dans un département qui est en aménagement et en environnement. Voilà, je suis rattachée à un laboratoire qui s'appelle CITER, qui est un laboratoire multidisciplinaire sur les questions de territoire, d'environnement et de société. Et ben, bonjour, Marie Fournier. Donc moi je suis maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme au CNAM, au sein du laboratoire géomatique et foncier. Et puis actuellement je suis en délégation de recherche au sein de l'UMR INRAE BAGAP, donc d'où la double tutelle que j'ai indiquée. Effectivement, bah, comme Mathilde, je travaille sur les politiques publiques d'environnement, leurs modalités de mise en œuvre et dans le cadre là, du projet qui va nous intéresser aujourd'hui, les questions de justice qui y sont liées. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour les présentations. Pour commencer tout simplement le rendez-vous, alors je vous laisse commencer. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Donc, effectivement, avec Mathilde, on va vous proposer aujourd'hui une présentation issue d'un projet de recherche nommé Solaris, un projet de recherche financé dans le cadre du programme GPI Climate Solstice. Donc, c'est un projet qui s'est terminé en 2024, à l'été 2024, un projet de 4 ans que Mathilde a coordonné avec mon soutien. Et aujourd'hui, on va finalement vous proposer des éléments de résultats et des éléments de comparaison issus de ce projet. Donc, on a intitulé la présentation politique de gestion des risques d'inondation, vulnérabilité, solidarité, justice. Quels sont les défis? Et effectivement, c'était un projet européen, un projet de regard croisé en Europe sur ces questions donc, qui mêlent politique de gestion des inondations et enjeux de justice. C'est un projet dans le cadre duquel plusieurs partenaires européens ont été mobilisés, que ce soit le ministère de l'Environnement, en tout cas un centre de recherche rattaché au ministère de l'Environnement en Finlande, Souquet, l'Université d'Anvers en Belgique, en France, le CNAM, l'Université de Tours et l'École d'urbanisme de Paris, et puis également en Angleterre, le Flood Hazard Research Center. Donc, c'était un projet de comparaison européen centré vraiment sur ces enjeux de gestion des risques et de gestion, de politique de gestion et d'adaptation aux risques et au changement climatique. Donc, notre entrée dans le cadre de ce projet, c'était vraiment d'identifier et de caractériser finalement, de prendre pour principe, attends Mathilde, trop vite, de prendre pour partie et pour finalement question un petit peu de recherche clé, cette idée que les politiques d'adaptation au changement climatique, et puis si on les décline, les politiques d'adaptation aux risques divers, peuvent être productrices d'inégalités sociales, spatiales, et donc sont à l'origine et posent des questions de justice. C'était un peu la clé de départ de ce projet de recherche, se centrer vraiment sur les politiques d'adaptation au changement climatique et pour nous plus spécifiquement les politiques de gestion des inondations et de voir comment finalement ces dernières posaient des questions et des enjeux en termes d'inégalité sociale, spatiale et en termes de justice. Donc on l'a dit, hein, je l'ai dit, donc c'est un projet qui mobilisait 4 pays, donc qui a essayé de proposer un focus et une comparaison de 4 contextes nationaux, et puis un projet aussi qui a cherché vraiment à aller questionner ces points à partir de cas, à partir de situations territorialisées. Donc dans les différents pays que l'on a investigués, ben, on a eu vraiment à cœur d'aller
mobiliser ce cadre sur des territoires où sont actuellement mis en œuvre des projets de gestion des inondations, des politiques de gestion des inondations, et vraiment de comprendre et d'identifier à l'échelle territoriale, hein, les enjeux de justice qui pouvaient s'y poser. Juste à noter aussi, hein, dans les quatre terrains, dans les quatre pays, on en reparlera peut-être plus tard, mais effectivement, il y avait des projets et des terrains relevant vraiment des politiques de gestion des inondations et des terrains relevant de la gestion des risques littoraux, submersion, mais aussi érosion. Donc là, on était avant l'adoption de la loi climat et résilience en France, qui va aussi amener à modifier un peu les choses. Ouais, Mathilde, je veux bien que tu passes du coup. Alors, cette présentation, elle va être structurée en 3 temps. On va tout d'abord proposer un temps un petit peu de retour sur la littérature pour expliquer finalement d'où viennent nos questionnements et nos angles d'intérêt. Puis, il y aura un temps de méthode un petit peu pour mettre l'accent sur les démarches que nous avons mises en œuvre dans les différents territoires investigués. Et puis enfin, un temps de résultat et de conclusion. Alors sur ce premier temps un petit peu initial, ce qu'on voulait rappeler, c'est que finalement cette question de la justice, elle a d'abord été appliquée au champ des pollutions, des nuisances. On a eu tout un ensemble de travaux qui ont cherché à appréhender les inégalités d'exposition aux nuisances, aux pollutions, les questions d'inégalité perçue. Là, ici, on change un petit peu le prisme. L'idée, c'est vraiment de repartir de ce constat que les questions de justice sont peu explorées, ou en tout cas étaient peu explorées dans le cadre de l'analyse des politiques publiques, d'adaptation au changement climatique et plus spécifiquement aux politiques de gestion des risques d'inondation, encore il y a quelques années. Voilà, on est sur un projet qui a été écrit et proposé en 2020. Forcément, ce sont aussi des choses qui ont évolué. Mais ce qui nous avait marqué à ce moment-ci, hein, c'est que finalement, ça restait relativement un impensé, qu'on manquait encore de méthodes d'analyse, d'outils de comparaison ou tout simplement d'éléments d'explication, hein, quant à ces enjeux de justice dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de gestion des risques. Alors certes, hein, on a vu ensuite ces objectifs identifiés et formulés dans les politiques européennes, dans les politiques d'adaptation au changement climatique à l'international, en mobilisant des termes de transition juste ou de résilience juste. Mais c'est vrai qu'en 2020, ça restait, nous semble-t-il, et en tout cas dans le champ académique, encore des entrées peu explorées. Ouais, Mathilde, tu peux passer. Ce que montrait la littérature et beaucoup d'écrits européens ou plus internationaux aussi, c'est que les politiques publiques de gestion du risque d'inondation se caractérisaient, se sont longtemps caractérisées par finalement une approche avant tout technicienne de ces questions, des politiques publiques qui cherchaient effectivement une efficacité technique, une efficacité, une efficience dans les programmes d'action, mais que potentiellement, elles pouvaient être intrinsèquement injustes, des politiques qui étaient identifiées comme peinant encore à appréhender les spécificités sociales, physiques, financières ou psychologiques de leur public cible. Et finalement, eh bien, amenait aussi à laisser un petit peu de côté la question de la participation et de la capacité aussi de toutes les parties prenantes et de tous les publics cibles à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques. Voilà, donc des auteurs européens comme Thaler, entre autres, hein, et ses collègues, hein, qui soulignent cette impensée, ou en tout cas cette faible saisie de la question finalement de la diversité des publics cibles quand on élabore ces dispositifs de gestion des inondations.
Et ça, c'est propre finalement à tous les pays européens, hein. On est là dans quelque chose d'assez général. Et puis, bah, d'autres travaux qui soulignent aussi le fait que, à l'échelle européenne, à nouveau, les politiques publiques de gestion des inondations peuvent avoir des conséquences injustes, c'est-à-dire finalement renforcer possiblement des inégalités préexistantes ou amener à des maladaptations ou en tout cas amener à un renforcement de disparités de situations entre publics cibles. Donc il y a vraiment cette idée que, bah, effectivement, les politiques elles-mêmes, hein, peuvent être injustes. Dans quelle mesure sont-elles en capacité d'appréhender ces questions? Dans quelle mesure est-ce que dans leur élaboration, hein, ce sont des questionnements qui sont posés par leurs porteurs et appréhendés par leurs porteurs? Donc c'était un petit peu des éléments de contexte, voilà, qui dominaient au moment de l'écriture du projet. Mathilde, ah mais moi, je peux peut-être le faire, non. Et du coup, ce qui a été proposé dans le cadre de ce projet Solaris, eh bien, c'est finalement de mobiliser un prisme, donc le prisme de la justice, et on peut citer entre autres plus spécifiquement le cadre de la justice environnementale, hein, qui est développé par tout un ensemble d'auteurs, dont Schlossberg, il y a plusieurs ouvrages qu'il a écrits, où finalement là on cherche à proposer une nouvelle perspective sur ce champ de l'action publique environnementale, chercher finalement à appréhender différemment, hein, ces politiques publiques et à essayer de combler, bah, des angles morts ou en tout cas des dimensions peu investiguées préalablement. Alors, le cadre de la justice environnementale, tel que Schlossberg le développe avec d'autres auteurs, là on n'a proposé que quelques références ponctuelles, identifie à minima trois dimensions quand on aborde cette question de la justice et de la justice environnementale. C'est se poser d'abord la question des effets et des impacts des politiques publiques telles qu'elles sont mises en œuvre. Donc là, on va parler de justice distributive. Dans quelle mesure, eh bien, finalement, il y a des gagnants, des perdants dans la mise en œuvre de politiques publiques, qui en bénéficient, qui ne bénéficient pas des décisions prises, dans quelle mesure est-ce que ces dimensions sont prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques que l'on observe. On peut aussi se poser la question, bah voilà, dans quelle mesure est-ce que ces enjeux d'égalité, de justice sont identifiés et abordés, sont appréhendés au préalable et abordés donc par les décideurs. Le deuxième volet ou champ de la justice, qui est souvent vient compléter finalement le premier, c'est celui de la justice procédurale, où là on s'interroge plus finalement sur la construction de l'action publique et les modalités d'élaboration et de prise de décision. Dans quelle mesure est-ce que des dispositifs de participation, alors on va dire de concertation au sens large, sont pensés, élaborés, mis en œuvre de manière à impliquer tous les publics cibles et à prendre en compte leur vulnérabilité, leur diversité. Dans quelle mesure est-ce que ces politiques réussissent à appréhender tous les publics et à saisir et à permettre aussi à tous les publics de prendre la parole et d'être mobilisés. Donc une seconde dimension, hein, de ce champ de la justice environnementale. Et puis un troisième volet, un petit peu plus récemment développé, qui est encore moins, on va dire, documenté dans la littérature, c'est le champ de la justice de reconnaissance ou recognition justice, où là, la question un petit peu qui domine, c'est de réussir à caractériser dans quelle mesure les vulnérabilités, hein, des publics cibles sont identifiées, dans quelle mesure
elles sont prises en compte dans la construction de l'action publique, dans quelle mesure aussi des savoirs non experts, une expertise d'usage est mobilisée, peut être mobilisée dans la construction de l'action publique. Là, ce sont des travaux à nouveau, ou un troisième volet un petit peu plus exploratoire encore, ou en tout cas moins documenté dans le champ de l'analyse des politiques de gestion des inondations. Oui, Mathilde, tu peux passer. Alors, un petit schéma qui reprend un petit peu ces dimensions que l'on a, voilà, ces dimensions précédemment rappelées. Qu'est-ce qu'on peut souligner de plus, hormis le fait d'avoir une autre présentation? C'est que finalement, on se pose des questions dans les travaux de recherche sur une possible hiérarchie entre ces trois dimensions. Est-ce que la justice procédurale prévaut est première? Est-ce que c'est par celle-ci qu'on doit d'abord passer? Est-ce des politiques publiques qui sont pensées de façon très juste en termes de procédure, de participation, d'implication des différentes parties prenantes seront des politiques plus justes en termes de distribution? Là, c'est des questions qui aujourd'hui se posent, de cette hiérarchie entre dimensions. Est-ce que la justice de reconnaissance prédomine et est préalable à tout? C'est aussi des postures de certains auteurs. Et puis d'autres dimensions de la justice se développent aujourd'hui ou sont développées dans certains travaux. On parle aussi de justice restaurative ou de justice épistémique, donc finalement l'intégration des savoirs non experts vraiment dans la construction de l'action publique. Ce sont d'autres volets qui aujourd'hui commencent à se développer ou en tout cas à être documentés. Mathilde, ouais, tu peux passer. Et donc, voilà, c'est un cadre un petit peu conceptuel qui nous permettait de replacer nos questionnements, de replacer un peu nos centres d'intérêt et de comprendre aussi les éléments que l'on va présenter en troisième partie. Ce qu'on voulait ensuite souligner, c'est qu'à partir de ce cadre théorique, finalement, ce que l'on a voulu faire, c'est appréhender cette question à deux niveaux, donc dans les quatre pays partenaires, en proposant une analyse une analyse des politiques de gestion des inondations par cette grille de la justice à l'échelle nationale, donc à l'échelle vraiment des politiques nationales, mais ensuite de le traduire aussi et de l'investiguer dans le cadre de 8 études de cas. Donc deux en Belgique, Bercé, Geraardsbergen, deux en France, donc des terrains très diversifiés, Holt plutôt des questions de gestion de l'érosion côtière, tandis que sur Blois on était plutôt sur des problématiques d'inondation fluviale. Deux terrains en Angleterre et deux terrains finlandais. Ce qu'on peut dire peut-être juste pour finir, c'est qu'effectivement il y avait une certaine variété en termes de type d'inondation appréhendée, aussi une variété en termes comment dire, de dominante dans les politiques publiques observées. Certains projets mettaient vraiment l'accent sur des enjeux de délocalisation, par exemple de biens et personnes, ça a été le cas en France. D'autres terrains sont plus centrés sur des démarches, par exemple, de mise en place de programmes de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti. Globalement, on était quand même dans un certain nombre de projets qui avait comme dimension forte de revisiter aussi les dispositifs de protection contre les inondations dans ces différents secteurs, que ce soit en Belgique ou en France ou en Angleterre. Donc des projets qui, de ce point de vue-ci, étaient assez variés.
Mathilde, ouais. Alors donc, donc vraiment une recherche plutôt territorialisée qui a cherché à mobiliser des méthodes que l'on peut dire et qualifier de qualitatives en sciences sociales, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au tout départ, j'aurais dû le faire, mais le collectif de chercheurs et chercheuses était constitué de chercheurs en sciences et chercheuses en sciences sociales, donc que ce soit en géographie, en analyse des politiques publiques, en sociologie. On était vraiment un cœur en sciences sociales. Et donc une volonté vraiment d'aller assez finement dans les enquêtes de terrain, avec la mise en place de campagnes d'entretien semi-directifs, tant avec les porteurs des politiques publiques territoriales qu'avec les populations concernées, donc les publics cibles concernés, pas forcément dans tous les terrains, mais dans un certain nombre d'entre eux, il y a quand même eu un effort important pour aller aussi rencontrer les intéressés, un travail de revue de presse, bien sûr, d'analyse des publications institutionnelles, et puis bah, donc tout un travail de terrain. Peut-être ce qu'on peut souligner aussi, c'est l'attention qui a été donnée aussi à un travail de retour auprès des publics rencontrés a posteriori, hein, de restitution des résultats et d'échanges sur les éléments qu'on avait pu mettre en évidence. Voilà, on a repris une petite photo d'une discussion et d'un temps de restitution mis en place sur la commune d'Olt en baie de Somme, voilà, où on a eu un retour auprès des populations, hein, quant à nos résultats. Et puis forcément un travail d'analyse croisée entre cas d'études et entre les 4 pays. Donc, un travail voilà, assez qualitatif et qui nous amène finalement là à une troisième partie où on va plutôt vous proposer un certain nombre d'éléments de résultats. Et du coup, Mathilde, je te laisse la parole. Hop, que j'arrive à remettre mon micro, super. Donc voilà, ce qu'on me propose comme seconde partie ou troisième là, pour la structuration présente de cet échange, c'est de synthétiser quelques-unes quelques-uns des grands champs d'enseignement qui nous semblent pouvoir être partagés lors de ce séminaire. Donc plusieurs points successivement là, vont être présentés, qui sont tous compilés sous cet intitulé qui nous mène à dire que la justice est un impensé des politiques de gestion des risques inondations. Alors, un impensé en ce sens, avec tout d'abord une nuance, c'est que à se poser la question à l'échelle des différents pays européens qu'on a investigués, il existe une amorce de considération pour ces questions de justice. D'une part, parce qu'on l'a vu, ce sont des recommandations faites par les institutions internationales et européennes, puisque le cadre conceptuel de la justice que Marie vous a présenté sous l'angle de la littérature et académique, à ceci près, on le retrouve dans les mêmes termes dans les rapports du GIEC, on les retrouve à peu près de façon équivalente aussi dans les rapports de recommandation de l'Agence européenne sur l'environnement, même dans les différents textes plus récents sur les questions d'adaptation au changement climatique, le Green Deal, etc. Donc, il existe tout de même, à l'échelle des pays, une prise en compte on va dire, des inégalités sociales et spatiales, et on l'a repéré plus spécifiquement dans le champ de la préparation et de la gestion de crise, puisque on opère une distinction entre différentes stratégies d'action en termes de prévention et de gestion de crise, qu'on généralement on divise en cinq thématiques. Il va y avoir les politiques de protection, les politiques de prévention, les politiques de réduction ou de mitigation, les questions d'assurance et de recovery, de revenir, de rétablir, de reconstruire, et la question de la gestion de crise, de la préparation à la crise et de la gestion de crise. Donc spécifiquement, sur ces questions de gestion de crise,
crise, on remarque que la question de la justice intervient sous l'angle de la prise en compte des inégalités sociales et spatiales, et généralement, c'est par l'identification des groupes de population les plus vulnérables sur des critères sociodémographiques, d'âge, de genre, de niveau de diplôme, donc sur une approche plutôt individualisée des effets de vulnérabilité des populations. Donc, on le retrouve en Angleterre, qui a par ailleurs voilà, une démarche, mais qu'on pourra questionner par la suite lors des échanges, hein, qui est peut-être la plus proche à l'échelle de l'individu en termes notamment de préparation et de gestion de crise. On le retrouve notamment aussi en Belgique, en Flandre, sous l'angle de la reconnaissance ethnique, donc par la langue, par une attention portée au support de communication. Et puis, par ailleurs, on le retrouve aussi dans les plans de communaux de sauvegarde ou les plans intercommunaux de sauvegarde à l'échelle française, à travers l'idée de tenir compte de la vulnérabilité des populations. Néanmoins, ce dont on s'aperçoit aussi à l'échelle de ces études, c'est que cet atterrissage, cette opérationnalisation de l'idée de justice, elle intervient donc à l'échelle de critères sociaux, démographiques, économiques, de genre, de niveau d'études, etc. Donc une approche à l'échelle individuelle et sur des critères qui sont certes objectivables, mais qui amènent tout de même d'une part à une certaine forme de tension aujourd'hui qui apparaît dans les débats autour du transfert, du report, mais on peut bien sûr aussi parler de participation, de prise en charge, aussi à l'échelle des individus, des questions de préparation et de gestion de crise. Mais ça nous semble aussi aller dans une tendance qu'on observe à l'échelle européenne, à certains autres égards, on pourra y revenir, d'une forme d'individualisation croissante sur la question de la justice d'une manière générale, qui du coup potentiellement exclut une autre partie notamment des effets des politiques publiques sur les territoires et des faits aussi d'explication sociale en termes plus généraux, mais on va y revenir juste après. Mais en tout cas, on observe qu'il y a quand même une entrée en matière de ces questions de justice et qui s'opérationnalise notamment à l'échelle de la gestion de risque. Une autre manière pour nous de rentrer dans des résultats en termes d'intégration ou de manque d'intégration des questions de justice dans les politiques de risque d'inondation, c'est qu'on a aussi, plus généralement, là, peut-être davantage dans les questions de protection en termes d'infrastructures de défense ou de prévention, notamment en termes de prévention par les politiques d'aménagement du territoire, on a aussi une remontée de données de nos terrains qui nous permet de conclure au fait que, globalement, les gestionnaires de risque ne se sentent pas concernés spécifiquement par la question de justice, alors soit parce qu'ils estiment que ça ne relève pas de leur champ de compétences et de connaissances, et de là, on revient quand même boucler sur une série aussi de considérations dans la littérature académique sur une approche toujours plutôt centrée sur l'aléa, gérée par une connaissance et une expertise technique plutôt descendante, qui renvoie à l'idée que les questions de société, d'injustice sociale, d'injustice spatiale ne relèvent pas du champ de la prévention et de la gestion des risques. Et donc, on peut l'expliquer de deux manières. À la fois, les gestionnaires à l'échelle européenne ne considèrent pas cette question de la réduction des injustices comme relevant de leur responsabilité en matière de prévention et de gestion des risques et renvoient ça à des responsabilités plus globales, plus sociales, voire de nature économique aux échelles nationales, voire européennes. Donc, les citations là sont en anglais, mais je pense que vous comprenez les termes que l'on a passés un peu en ocre. Mais voilà, ce n'est pas des questions, les inégalités ne relèvent pas spécialement des questions de gestion de l'eau ou de gestion des inondations. Ce n'est pas la responsabilité des responsables de la gestion de risque de prendre en charge ces questions-là. C'est les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'éducation, de la santé. Et par ailleurs, on renvoie ça aussi à l'idée que dans une situation locale ou nationale dans lesquelles les populations, notamment lorsqu'on est sur des populations marginalisées ou précarisées,
eh bien, ces personnes-là ne sont pas en capacité de prendre en charge les recommandations faites par les gestionnaires des risques lorsque ces recommandations sont des recommandations faites pour l'échelle individuelle, protéger sa maison, entreprendre des travaux, mettre des bâtards d'eau. Eh bien, là, on est plutôt sur la deuxième partie de la considération, c'est-à-dire qu'on renvoie ça à une responsabilité plus globale qui est de dire, bah, oui, on se rend bien compte que lorsqu'on vient expliquer aux populations défavorisées qu'il faut qu'elles protègent leur maison par elles-mêmes et qu'elles ont un choix à faire entre, à la fin du mois, avoir de la nourriture ou une protection améliorée, eh bien, elles vont choisir le food plutôt que le flood si on peut rebondir sur les termes en anglais. Euh, Là aussi, on continue de regarder un petit peu ce que ça donne en termes d'analyse des politiques publiques, l'intégration ou le manque d'intégration de la justice. Et effectivement, on observe que tout de même, on est à un niveau vraiment de début de considération ou de faible opérationnalisation des enjeux de justice à l'échelle de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques, en cela que tout de même, lorsque le concept existe, lorsque le concept est pris en charge, eh bien, il est rédigé ou il est relayé sous forme d'objectif général, mais il est finalement peu décliné opérationnellement. Alors même qu'il nous semble qu'aujourd'hui, on n'a pas un déficit toujours de connaissances techniques, c'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui, par des données, notamment pour parler de la France, des données de l'INSEE, des données de l'ensemble des bases de données gérées par le ministère de la Transition écologique, par l'ensemble de l'ouverture des données en open data des différents ministères, de Météo France, voilà, de tous les croisements aujourd'hui de bases de données qui peuvent être faits. On considère aujourd'hui qu'on est à un stade où ce n'est pas nécessairement le manque de données techniques. Alors, on reviendra sur d'autres formes de savoir et de connaissances, mais en tout cas à l'échelle des données sociodémographiques, et que on a quand même aujourd'hui la capacité d'avoir une typologie des formes de justice, de questions qui peuvent être adressées à l'échelle de la définition ou de la mise en œuvre des politiques publiques, mais que on s'en tient à l'échelle européenne, là aussi, c'est pas spécifiquement pour la France, mais on s'en tient tout de même à des objectifs généraux qui ne redescendent pas lors de la mise en œuvre et encore moins de l'évaluation des politiques publiques. Et quand elle est intégrée, l'idée de justice est intégrée surtout à travers les critères sociodémographiques qui certes sont très importants, voilà, que je ne cherche pas à éluder ou à nuancer, mais qui finalement, à l'échelle des cas d'études qu'on a pu étudier, et là notamment on a 2 cas d'études français qui nous permettent de bien et plusieurs autres, mais en tout cas pour ce sujet de recherche-là, 2 exemples notamment français qui nous permettent de bien les illustrer si on a besoin dans la discussion. On se rend compte tout de même que au-delà des caractéristiques de justice distributive, c'est-à-dire de comprendre comment sont exposées les populations et comment les effets des politiques publiques vont être amenés à nuancer ou, et c'est ça qu'on veut éviter, à creuser des inégalités sociodémographiques préexistantes, ben, certes, ça c'est un premier pas très important, mais on se rend compte que l'approche en termes de reconnaissance, donc justement ce qu'on appelle la justice de reconnaissance, est encore trop peu intégrée. Ça existe, hein. On a quand même aujourd'hui des exemples de projets de prévention et de réduction des risques qui s'accompagnent d'une étude sociale, qui s'accompagnent justement d'un accompagnement social, mais c'est encore trop rare et parfois c'est fait d'ailleurs très en amont du projet, puis les données ne sont pas nécessairement prises en compte ou considérées au moment de la sélection des alternatives possibles pour la mise en œuvre des politiques publiques et encore moins à l'échelle concrète de sa mise en œuvre. Mais on se rend compte finalement que si on veut éviter ces effets de maladaptation, si on veut renforcer à la fois l'efficacité des politiques publiques et les rendre plus justes, eh bien, de façon complémentaire à une approche en termes d'inégalité socio-économique, socio-démographique, l'approche en termes de trajectoire d'habitat, d'ancrage affectif sur les lieux, de reconnaissance justement des savoirs historiques, affectifs, vernaculaires des lieux concernés, surtout dans les cas d'études
où on va venir véritablement recomposer les territoires, donc soit implanter une infrastructure de défense, soit la remanier de façon très importante, soit évidemment les projets aujourd'hui de délocalisation, de recomposition spatiale, liés notamment au recul du trait de côte, mais pas uniquement. Euh, mais pas uniquement. Euh, voilà. Donc ça vient également renforcer un résultat à l'échelle européenne qui est celui d'une prise de décision qui aujourd'hui est basée sur une analyse coût-bénéfice, qui est vraiment très observable, visible, descriptible, notamment dans le cas anglais, qui est vraiment l'outil de pilotage des politiques anglo-saxonnes, mais qu'on retrouve dans les autres pays et notamment en France, donc qui a pour objectif de cibler, d'orienter la mise en œuvre des politiques publiques à travers deux objectifs: minimiser le risque d'inondation à travers des données qui restent relativement techniques et descendantes, oui, techniciennes et descendantes, et de maximiser la protection des propriétés et des biens à travers un angle qui est quand même la valeur financière comme principale donnée d'entrée pour définir cette valeur. Donc on revient sur l'idée que cette valeur, certes, elle a une importance en termes financiers, mais parfois ce n'est pas la seule valeur attribuée aux biens qui peuvent être impactés par des politiques publiques de prévention ou de gestion des inondations. Pour terminer sur cet ensemble de résultats qu'on soumet à la discussion, on se rend compte que même si dans l'ensemble des pays européens, on a des traditions de participation, on a même parfois dans le socle constitutionnel, mais évidemment dans des lois, parfois même des lois générales, mais aussi des lois dédiées à la prévention et la gestion des risques, on a des obligations d'information, on a des obligations même de participation, on a des instances dédiées à ça, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ces procédures de participation ne sont pas à la hauteur des enjeux qui attendent les populations en termes d'exposition au risque et d'effets des politiques publiques qui vont venir essayer de nuancer, de réduire, de minimiser ces effets d'exposition. Donc, on a des procédures qui restent parfois relativement symboliques, de l'ordre du questionnaire en ligne, de l'ordre de réunions d'information qui sont souvent trop peu relayées, qui semblent inaccessibles. Et on a par ailleurs, voilà, trop, disons-le comme ça, d'exemples où les populations sont averties en dernière instance, parfois par voie de presse. Et donc, on a là quelque chose qui est à la fois très connu, mais qui reste encore des méthodes de travail qui demandent une désectorialisation des politiques de prévention et de gestion de risque. On va y revenir. Et puis une amplitude qui est pourtant connue, qui est pourtant voilà, reconnue de prise en charge des logiques de participation. Et on est encore trop souvent sur des procédures de participation, même parfois qui renforcent des effets d'inégalité, c'est-à-dire de ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont au courant que la participation va avoir lieu, qui comprennent les modalités de mise en œuvre, qui sont capables de s'approprier les dispositifs, qui vont être en mesure de vérifier que leur point de vue a été intégré dans les politiques publiques, et puis tout ce que ces effets frontières viennent de fait exclure comme population qui, à un moment ou à un autre de ce processus, ne se retrouve pas dans ces logiques participatives qui parfois, évidemment, partent d'une bonne intention, mais peuvent être amenées à rester finalement peu efficaces en termes de prise en compte des souhaits, des attentes, des projets, des savoirs des populations ou des publics cibles. Alors, on a un très bel exemple qu'on avait envie de vous montrer, là, notamment sur le cas anglais, hein, d'une coopération entre des universitaires et des gestionnaires locaux, notamment voilà, l'Environment Agency, qui est une agence ministérielle, qui a mis en place un outil de connaissance cartographique qui vient véritablement croiser les données d'exposition au risque avec les données sociales économiques
et qui intègre énormément. Alors, je reviendrai, mais en tout cas là, je suis en mode présentation, donc je ne peux pas descendre dans mes commentaires et je ne vais pas réussir à les connaître de tête, parce qu'il y a un très grand nombre de critères qui sont pris en considération. Et on a véritablement, c'est comme si on avait, pour le dire ainsi aux personnes voilà, qui connaissent bien le droit et les instruments d'action publique français, c'est comme si on arrivait à croiser finalement des plans de prévention des risques ou même des travaux de cartographie des risques dans le cadre des papiers, etc., qu'on arrivait à les croiser avec une sélection de critères sociodémographiques, voire voilà, et de faire correspondre des périmètres d'action publique avec des indicateurs sociaux. Donc, Index of Multiple Deprivation, deprivation c'est pauvreté, donc c'est des index de cumul de pauvreté. Et Neighborhood Flood Vulnerability Index, bon là je ne vous le traduis pas forcément, c'est des agrégations de données à des échelles de quartier, ou enfin, en tout cas ici de neighborhood, donc on peut traduire par quartier, et qui vient intégrer là aussi des vulnérabilités, donc qui vont plus loin que des critères de pauvreté économique. Et là, on va retrouver la question, je ne sais pas moi, des primo-arrivants, des populations migrantes, des questions bon, comme on a dit tout à l'heure, de niveau de diplôme, d'âge, etc. Et donc, cet outil de connaissance, là, sur lequel on vous met le lien pour aller, il existe d'ailleurs aussi sur les îlots de chaleur et sur les inondations, et on peut vraiment arriver à des croisements de données extrêmement intéressants. Mais ce qu'on observe à l'issue de cette recherche, c'est que malgré la finesse de cet outil de connaissance, eh bien, sur des cas d'études précis, où véritablement il y a des projets qui viennent faire conflit localement entre des usages de sol, entre des logiques de propriété foncière, entre des besoins de protection de population, eh bien, on voit que parfois, à l'épreuve de controverses locales, ces indicateurs ne sont pas toujours en mesure de permettre et d'obtenir la reconnaissance des populations les plus démunies, ou la reconnaissance des populations qui vont être le plus impactées ou qui vont être impactées de manière indirecte mais importante. Et je pense notamment du coup à un cas sur lequel on pourra revenir, anglais, qui est le cas côtier. J'essaie de ne pas me tromper dans le nom, sur le West Sussex, là vraiment sur les côtes de la Manche, sur lequel on pourra revenir s'il y a besoin. Pour avancer encore un petit peu, puis arriver finalement à deux dernières slides de conclusion, ce qu'on aurait envie de laisser au débat, hein, puisque c'est aussi comme ça qu'on pense notre travail de recherche avec Marie, c'est aussi dans ce type de moments et de discussion. Donc deux dernières slides de conclusion, hein, qui n'ont pas du tout vocation à fermer le débat, mais en tout cas, voilà, on a quand même le sentiment qu'il y a encore qu'il y a quand même un enjeu de société, qu'il y a un enjeu en termes d'adaptation au changement climatique et pour ce qui nous concerne, de réduction des vulnérabilités liées aux risques naturels, notamment aux risques hydroclimatiques, qu'on a besoin de ce cadre, de la justice, de ces différentes déclinaisons, des questions qu'il permet de poser pour avancer vers des solutions qui seront partagées, qui seront plus justes, qui ne laisseront pas de communautés à l'arrière, potentiellement renforcées dans leurs inégalités préexistantes, et d'ailleurs qui rendraient aussi par ailleurs les politiques publiques plus efficaces dans les moyens alloués et dans la mise en œuvre des mesures impliquées. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on on a envie de travailler à une meilleure intégration des problématiques de risque en amont, donc pas dans les politiques de risque, mais de continuer à travailler cette articulation qui est encore insatisfaisante selon nous avec les politiques d'aménagement et avec les politiques d'adaptation au changement climatique. Parce qu'on sent quand même que, on le voit notamment à l'échelle académique, hein, dans les appels à recherche, mais bon, c'est un angle qu'en est un comme un autre, mais qu'il y a une sous-représentation des questions de réduction des vulnérabilités liées au risque dans les politiques d'aménagement et dans les politiques d'adaptation au changement climatique,
par exemple, en comparaison des politiques d'atténuation des émissions carbone, qui est un enjeu extrêmement important, évidemment, qui est à l'origine de tout un tas de questions qu'on se pose aujourd'hui avec vous. Euh, mais quelque part, voilà, aujourd'hui, il est reconnu que dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a l'atténuation, il y a l'adaptation et il y a la transformation des modèles et des territoires. Et donc, il ne faut pas peut-être, voilà, il faut travailler à l'articulation avec l'ensemble de ces stratégies. Et puis, une réflexion sur les échelles d'action, parce que dans le consortium de chercheurs et de chercheuses qu'on était, on était quand même représentatif des sciences qui s'occupent des territoires, que ce soit via la sociologie, via le droit, via l'aménagement ou l'urbanisme. Mais on reste donc de ce fait-là, mais c'est peut-être un biais, mais convaincu que les échelles territoriales, notamment les échelles locales, voire micro-locales, sont extrêmement importantes et sont le reflet potentiellement de cette désarticulation et en sont parfois surtout le creuset, c'est-à-dire le réceptacle des effets de maladaptation ou d'effets d'inégalité de répartition des mesures et de manque de participation à l'échelle de la mise en œuvre des projets. On considère voilà, aussi qu'on a des efforts à faire en termes d'intégration des populations les moins capables de s'intégrer a priori et qu'on a des différences flagrantes entre des publics et de capacité de ces publics à s'engager dans les procédures de participation. Ça, je veux dire, on ne l'apprend pas aux gestionnaires quand on vient leur en parler sur les terrains, hein, mais il n'empêche qu'on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est peut-être un peu notre rôle aussi à nous, on vient montrer que sans cet effort donné, eh bien, il y a quand même un risque d'enlisement des conflits, d'incompréhension locale, de réduction de l'efficacité des politiques publiques qui nous semble profitable pour personne. Donc, on redit à l'issue de cette recherche que il y a encore un levier, un cursus à pousser pour réussir à prendre en compte les populations les plus à l'écart et potentiellement parfois aussi celles qui seront les plus exposées aux effets d'une action publique ou qui viendra les affecter proportionnellement le plus dans leur trajectoire de vie, dans leurs conditions sociales et économiques, dans leur capacité d'être de vivre sur un territoire en confiance avec ses institutions. Et en ça, les politiques de prévention et de gestion de risque ont quand même un rôle extrêmement important, surtout en articulation avec les stratégies d'adaptation au changement climatique à venir. Donc, on a tout de même ce champ qui nous semble encore important et là aussi qui continue de croiser une question qui pourtant est récurrente dans l'analyse des politiques publiques, mais on sent qu'il y a encore un besoin, mais je l'ai dit juste avant, je le redis, d'intersectorialité entre des politiques de gestion de risque et des politiques d'aménagement, ça je l'ai dit précédemment, mais aussi avec des politiques sociales. Parce que sur les bons exemples ou sur les bonnes pratiques, si j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas on peut le dire ainsi, on a des cas qui sont quand même intéressants, qui n'ont pas toujours perduré dans le temps, mais on a des exemples d'articulation entre de l'accompagnement social et des politiques de gestion de risque qui sont vraiment capables d'éclairer l'action publique de façon, il nous semble, extrêmement intéressante pour la mise en œuvre. Et puis, c'est notre dernière slide. On a là aussi, bon, bah, ça redit peut-être un peu ce que je dis en m'emportant sur l'oral, mais voilà, pour terminer, on a aussi le sentiment que cette question de la réduction des risques, elle vient interroger aussi de façon plus large la capacité à tout à chacun à s'investir, à avoir un projet, notamment des projets de territoire qui soient communs, qui soient partagés. Et on a l'impression que les politiques de prévention et de gestion des risques d'inondation sont capables de dépasser cette seule question de la réduction des risques, que c'est très certainement une reconsidération aussi du projet, de ces politiques, de leur périmètre d'action, des acteurs et des actrices avec lesquels ils sont amenés à travailler, mais que finalement,
l'accélération des effets du changement climatique va nous amener à faire le lien d'autant plus vite avec, avec les impacts de ces politiques, notamment en termes d'aménagement du territoire, et qu'il va bien falloir s'attacher à identifier les communautés ou les groupes sociaux qui sont laissés pour compte et à reconnaître les différences de vulnérabilité sociale. euh, à défaut de quoi, il nous semble que là aussi, on a des notions peut-être plus larges de valeur, d'implication sociale, de capacité d'action pour l'action publique qui peuvent être diminuées, alors qu'on a tout intérêt aujourd'hui à accélérer notre efficacité sur ces questions. Voilà pour ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, hop, je vais quitter pour pouvoir se voir les unes les uns les autres. Le partage. Merci beaucoup à vous deux. C'était effectivement très intéressant. Bah écoutez, que ce soit de mon côté, mais j'espère aussi du côté des personnes qui ont assisté à ce webinaire, j'espère qu'il y a pas mal ça peut ouvrir en tout cas le débat et l'échange. Donc là, il est 12h55, on se laisse jusqu'à 13h30 pour échanger. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole si vous avez des remarques ou des constats. Frédéric Tatou, bah, je te laisse prendre la parole, Frédéric. Bonjour. Comment dire, je suis un peu noyé parce que il y a énormément de concepts dans ce que vous dites. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est très complet. Il y a plusieurs dimensions. Donc, vous prêchez un convaincu, hein. Moi, je suis convaincu moi-même de l'importance de cette question. Cependant, j'ai l'impression quelque part, et à vous écouter, ça renforce ma crainte, qu'on court derrière, disons, l'actualité de manière générale, hein. Je ne parle pas de vous, au contraire, vous essayez de comprendre, mais on court un peu derrière les choses plutôt que aller à l'avant. Alors, dans le cadre de la réglementation sur l'IA, enfin, je parle d'un autre domaine, mais on a un peu la même problématique entre des usages multiples, donc une multiplicité d'objets, et le souhait du régulateur d'avoir une approche transverse, ce qui pose en fait, ce qui fait naître un océan de complexité, et finalement un millefeuille juridique, hein. On a une réglementation de 200 pages. Et là, j'ai l'impression qu'en agrégeant, disons, ce que vous montrez quelque part, ce que je retiens, c'est qu'on a tendance à plaquer ou agréger des concepts un petit peu convenus, bon, du type des populations vulnérables, des ethnies, etc. Et qui plus est, au niveau individuel, ce qui fait perdre pas mal de richesse au sujet. Mais je ne vois pas apparaître la notion de responsabilité dans ce que vous dites, et ça m'interpelle beaucoup. Parce que finalement, quand on parle de risque, on statistise les choses et c'est bien pour le domaine de l'assurance, et donc ça a apporté plein de bienfaits sociaux en permettant l'assurance par la mutualisation des risques. Mais d'une certaine manière, ma crainte, c'est que par cette opération qui est très bien et qui apporte une capacité d'analyse aussi très puissante, on perd un peu le fil de la responsabilité. C'est-à-dire que qui est en risque, où est le danger, qui prend le danger, en fait, et finalement, qui prend la responsabilité de la mise en danger. C'est quand même un enjeu important quand on parle comment dire, il y avait eu un scandale là, en 2010 à comment ça s'appelle, sur mer, c'était, vous savez, ces maisons... Xynthia, la faute sur mer. Oui. La faute, voilà, la faute sur mer. La question qui était ressortie, c'est qui est responsable en fin de compte? Et donc, c'est important de parler de justice et de faire ressortir, mais je crois que derrière tout ça, il faut se poser la question de la responsabilité. Et l'individu lui-même, il est partiellement responsable, d'ailleurs, quand il fait le choix entre la fin du mois et
réfléchir à la fin du monde, hein, c'est une thématique fin du mois, fin du monde, il a lui-même sa part de responsabilité. Donc moi, je crains qu'on va s'épuiser sur du concept, et puis qu'on peut mettre derrière du juridique, hein, on peut mettre des négociations entre États au niveau des organisations internationales, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue cette question de la responsabilité. Vous souhaitez, Tom, tu préfères qu'on fasse question après question ou comme Non, non, tu veux? non, allez-y, allez-y. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez y aller. Tu veux te Comme vous lancer, voulez. Marie, ou... Vas-y Mathilde, vas-y. Je Euh, compléterai. Merci pour cette question. Bah, en fait, là, on est rentré effectivement par cet angle-là de la justice, mais Marie et moi, on avait eu l'occasion déjà précédemment de travailler pas mal sur les questions de politique publique, justement, et là, on avait fait le choix de pas forcément revenir là-dessus. Alors, moi, il y a plusieurs choses que je suis tout à fait d'accord avec cette idée de la responsabilisation et de la responsabilisation collective et de la responsabilisation individuelle. Enfin, je suis tout à fait d'accord, en tout cas, par le fait que ça soit que ce soit une partie du débat qui soit extrêmement intéressant et important, notamment parce que les cartes sont un peu rebattues en ce moment, même si ça ne fait pas véritablement partie d'un débat extrêmement médiatisé, extrêmement public, et notamment là-dedans, on s'intéresse un peu à savoir pourquoi cette partie du débat, elle est un peu invisibilisée dans les débats sur les politiques d'adaptation au changement climatique, mais de fait, on a à l'échelle européenne et à l'échelle française une série de constats qui nous amènent à voir qu'il y a des responsabilités croissantes sur les collectivités locales, avec tout de même une capacité de pilotage de l'État qui reste très importante. Donc voilà, à la fois, on a des programmes d'action de type PAPI sur les territoires, mais ils sont largement financés par l'État. On a des plans de prévention des risques inondations qui nous permettent de travailler sur la maîtrise de l'urbanisation et ils sont réalisés par l'État. On a voilà, toute une série comme ça des plans de communaux d'action qui sont réalisés par les communes ou les intercommunalités, mais évidemment sous l'égide aussi des stratégies, des plans Orsec, etc. Donc, la diversification des responsabilités est potentiellement une partie de la question et du problème. Mais après, ça reste quand même quelque chose qu'on a observé sur l'ensemble des pays européens, c'est qu'il y avait quand même un attachement très fort de la part des gestionnaires et des populations à l'idée que sur ces questions de risque, il y a quand même une forme de contrat social qui, qui fait toujours importance, en fait, que ce soit pour les gestionnaires comme pour les habitants, à l'idée que ce sont des responsabilités partagées, que ce sont des responsabilités publiques, l'exposition au risque naturel reste un champ dans lequel c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Alors, certes, on a un ensemble là aussi, de faits et d'indices qui nous amènent à voir que la question de la responsabilisation individuelle, elle arrive sur le tapis. Et elle y est via les questions d'assurance, et elle y est via les pays européens qui ont réglé cette question de l'assurance depuis bien longtemps, et qui sont aussi dans des démarches notamment sur les questions de gestion de crise, sur ce que l'Angleterre va appeler des flood action group, ou sur voilà, des formes d'organisation par quartier, par secteur spatial, pour s'alerter, pour mettre les bâtards d'eau ou les protections individuelles devant les maisons quand on sait que la crue, par exemple, peut arriver. Après, cette question de la responsabilisation individuelle, elle peut tout à fait faire partie du débat, mais je pense qu'elle réinterroge quand même très différemment le contrat social sur ces questions de protection et de justice entre les individus et les collectivités locales, et qu'il va quand même falloir à un moment donné peut-être aussi la trancher, parce qu'on ne peut pas demander aux individus de se responsabiliser autant qu'on voudrait, voilà, surtout une fois qu'on a connaissance
que l'ensemble de ces populations sont pas en capacité de le faire de façon équitable. Donc, pour moi, la question de la notion de justice, elle semble comme ça très conceptuelle. Et puis, en fait, quand on regarde à l'échelle de la mise en œuvre de documents aussi concrets que ceux d'un PAPI, d'un PPRI, d'un PCS, voilà, de la mise en œuvre de la GEMAPI, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est un changement d'optique aussi. C'est une manière de se poser des questions avec les mêmes données de manière un peu différente. Je suis pas sûre que ça complexifie en fait tant que ça la mise en œuvre des politiques publiques. Mais c'est une façon de se poser la question qui est peut-être un peu nouvelle. Enfin, c'est une partie de la discussion. En tout cas, je dis pas que ça répond à tout, mais Ouais. Et ben, peut-être juste moi pour compléter et peut-être pour apporter un petit élément voilà, par rapport au projet. Nous, ce qui nous a frappé aussi quand même, là, effectivement, sur ces questions de responsabilité individuelle, moi, il me semble que l'Angleterre, c'est peut-être de nos 4 pays celui qui met à la limite le plus l'accent sur la responsabilité des particuliers, sur la nécessité de s'organiser localement au sein des quartiers. Et c'est aussi vraiment dans la construction même de ces face au risque. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que c'est aussi celui qui est peut-être le plus avancé des 4 dans cette caractérisation des vulnérabilités. C'est-à-dire que pour moi, il y a une sorte de relation quand même entre cette idée de responsabilisation des particuliers, certes, mais aussi nécessité de mieux les connaître. C'est-à-dire que si on va vers une responsabilisation accrue, comme c'est aussi comme c'est, il me semble, un peu plus le cas en Angleterre que dans nos 3 autres pays, ben, il y a cette identification de la nécessité aussi de bien connaître les vulnérabilités enfin, des différents groupes. Donc effectivement, responsabilisation accrue responsabilisation individuelle accrue nécessite meilleure connaissance des vulnérabilités multiples qui peuvent caractériser les populations. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui était intéressant avec le cas anglais de ce point de vue. Merci Marie, merci Mathilde pour les retours. Thierry Ménager, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, la caméra, pof, est-ce que ça marche? J'arrive pas à allumer ma caméra. Bon, c'est pas grave. Si, ça y est, ça doit marcher On, là. on te voit Non, pas, mais bon, non, mais écoute, j'arrive pas à c'est pas allumer grave. ma caméra. Mais je vais quand même poser ma question. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, hier, il y avait eu une conférence où, au niveau du commissariat au plan, là, était restitué un certain nombre de réflexions dans le domaine de la mutualisation par l'assurance. Et effectivement, c'était très intéressant en ce sens que c'est allé assez cash. Soit on est dans une vision complètement socialisante à la française, hein, quand même, faut dire ce qui est, des acteurs sociaux et on décline toutes les conséquences que ça a. Soit on est dans un peu autre chose. Et parce que il y a une partie de vos constats, euh, comme disait Pagnol, c'est pas une critique, c'est un commentaire. Hein. Donc il y a une partie de vos constats, tout le monde le sait, quoi. Hein, que tout le monde le sait. Il n'y a pas un maire dans un territoire qui ne sait pas que entre risques sociaux et risques naturels, la relation n'est pas très grande. Tout le monde le sait. Alors ma question, c'est parce que derrière, c'est la question de la réponse possible. Si ça doit se traduire par le fait qu'il faut embaucher encore plus de, de services sociaux pour faire des accompagnements personne par personne, pour leur expliquer et même mieux participer, c'est une chose. Mais vous comprenez la question des réponses. Et ma question, j'en viens à celle-là, ma question c'est, est-ce que vous savez s'il existe des recherches justement pour s'intéresser à des solutions innovantes et à leur coût? Et à leur coût, parce que bien sûr, on peut passer beaucoup d'énergie à caractériser des vulnérabilités et tout, mais il y a quand même beaucoup de corpus qui existent là-dessus. Et encore une fois, je le répète, dans un territoire de papy et tout, dans une agglo, c'est pas si difficile que ça de connaître les gens et de savoir ce qui se passe. Donc
beaucoup de gens ont des bonnes intentions, mais la question, c'est les solutions. Et les solutions à des coûts, parce que dans cette dialectique entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, il y a bien un élément qui intervient, c'est celui des coûts payés par on ne sait trop qui. Donc, voilà, est-ce qu'il existe des recherches qui euh, ne portent pas tant sur la connaissance des vulnérabilités et des risques sociaux, mais sur les solutions et leur évaluation et des innovations sur les solutions. Je vous vois un peu consterné par ma question, mais je vous assure, hein, moi je suis un praticien. J'ai travaillé des grandes agglos Non, et non, des mais petites il n'y a pas de communautés. consternation. Il n'y a pas une grande agglo où ils ne savent pas raisonner en silo, les liens entre les politiques. Ils n'en peuvent plus. Il y a pas, ils sont même inondés par des tas de documents de l'État qui leur demandent de penser globalement. Ils n'en peuvent plus. Ils le savent, hein. Donc, vous comprenez, l'effort doit porter sur finalement l'intelligence des solutions plutôt que l'intelligence de description du problème. Parce que ça a toujours un côté légèrement culpabilisant. Ah, mais vous vous rendez pas compte que, vous mesurez pas que. Mais c'est pas ça le sujet des élus. C'est pas ça. Bah, alors, il y a, ouais, merci pour votre question. Je pense que ce qu'on observe justement à l'échelle des cas français qu'on a pu étudier, c'est que les solutions n'ont pas toujours besoin d'être ni très compliquées ni très innovantes, en fait. Et que parfois, c'est un ordre de priorité donné aux choses. Et comme vous le dites très bien, il y a énormément de données aujourd'hui. Et Monsieur Tatou, tout à l'heure, parlait de l'IA. Et c'est vrai que ça va peut-être être un moyen, justement, de réduire aussi le temps, le coût, pour faire des diagnostics croisés, territoriaux. Qui permettront d'avoir ces connaissances à l'échelle locale de manière plus rapide et de pouvoir ensuite en tirer les conclusions. Mais finalement, enfin, moi, j'ai en tête le cas de Blois, j'ai en tête le cas de plusieurs cas à Tours aussi, même le cas de Holt qu'on a vu. En fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que quand ces questions-là, elles sont anticipées, déjà, bah, généralement, les projets avancent plus rapidement et sont à la fin moins coûteux en temps, en énergie, en ressources humaines, parfois même en ressources techniques, puisque parfois c'est aussi en intégrant et en tenant compte des populations préexistantes sur les sites sur lesquels on veut délocaliser, recomposer spatialement, agrandir la présence d'une infrastructure de défense, et bien finalement, parfois, le fait que la mesure de politique publique soit accompagnée d'une forme d'un accompagnement, justement, une forme d'acceptation des populations ciblées, et ben ça fluidifie l'action publique. Ça la rend aussi plus efficace. Ça empêche parfois même la mise en œuvre de solutions techniques qui sont extrêmement coûteuses à la construction, à l'entretien, etc., au profit de changements de comportement. Donc Mais madame, on est plutôt là-dessus. Et ça, c'est un effet. Et effectivement, il y a plein de petites communes qui y pensent. Donc, je ne pense pas que ce soit l'apanage des grandes collectivités. Et il n'y a pas de problème sur l'idée que toutes les collectivités locales sont dans des situations de tension sur leurs ressources techniques, humaines, et que finalement, il y a une espèce d'agenda d'urgence à agir qui ne permet pas toujours de prendre le temps comme elles aimeraient le prendre. Mais les solutions, c'est aussi, voilà, dans ces moments-là, dans les échanges qu'on a avec eux, avec elles, dans le travail de terrain. C'est aussi pour ça qu'on est toujours très attentive à être dans des conditions de collaboration intenses, fines. On restitue dans toutes les collectivités locales dans lesquelles on va, en conseil intercommunal, etc. Donc voilà, nous, notre rôle, il n'est pas tellement d'être donneuse de leçons, en fait. C'est pas vraiment ça l'idée, je pense qu'il faut retenir. C'est qu'on offre un cadre d'analyse de l'action publique. Euh,
100% public qui permet voilà, ce travail-là au quotidien avec les maires, avec les collectivités locales. Et évidemment que c'est pas, si Ce que, c'était possible pour eux de l'intégrer d'un claquement de doigts, je ne doute pas une seconde qu'ils le feraient. Donc, ce que je, on a... ce que je voulais vous dire, madame, puis je m'excuse de reprendre la parole, mais c'est tellement important ce sujet, c'est que les gens n'ont pas besoin d'un prêt-à-penser, disant oui, si on intègre les gens à l'amont, finalement à la fin ce sera moins cher. Ils ont plus besoin d'une démonstration que d'un prêt-à-penser. Parce que c'est le point dur. C'est le point dur. Vous avez le monde qui se prévaut de valeurs quasi morales en disant patati, et on voit tous ces éléments qui disent, ben oui, en intégrant les gens, etc., et même ce sera moins cher. Et dans la pratique, c'est ce qu'on n'arrive pas à démontrer, à prouver et je dirais à mettre en place. C'est ça le point sensible. Voilà, je m'excuse, hein, ne voyez pas dans mon propos, mais encore une fois, je vous assure, hein, je raisonne en tant que praticien ayant été confronté dans l'administration à asséner ce prêt-à-penser avec des élus en face qui vous regardent, qui ont envie de vous dire, écoute, je suis aussi moral que toi, hein, je suis aussi moral que toi, mais maintenant, dis-moi comment tu fais. Oui, oui, pas de... Alors, juste pour compléter hein, par rapport à tout ça, moi je suis relativement d'accord avec vous qu'effectivement, il y a des. Là, on est sur des éléments, alors comme vous avez dit au début, que tout le monde le sait. Alors, néanmoins, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'au-delà de d'écrire une situation, ce qui est toujours intéressant aussi, c'est d'identifier bah, les freins, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est d'identifier les mécanismes qui font que on n'y arrive pas, je veux dire, à penser cette intersectorialité ou où sont les freins dans l'organisation institutionnelle, effectivement dans les mécanismes financiers. Il y a cette dimension-ci ensuite de déconstruction que je trouve intéressante à mettre en avant, à expliquer, même si c'est pas forcément toujours facile. Et puis dans la relation aussi avec les collectivités, nous, ce qui nous marque à chaque fois dans ces projets, c'est l'intérêt quand même que les acteurs de territoire que l'on rencontre ont à voir les autres terrains investigués. C'est-à-dire que finalement, comment on apprend aussi d'un territoire à l'autre. Là, nous, on parle de 8 exemples. En tout cas, on a eu 8 terrains d'études. Mais ensuite, dans les retours que l'on a pu faire en local, il y a aussi un vrai intérêt d'apprendre et de comprendre comment ces politiques et comment ces projets sont menés dans les différents territoires. Donc on a aussi un petit peu un rôle, enfin moi il me semble à ce moment-là, de, de retour d'expérience et de partage d'autres expériences territoriales, que je trouve aussi être un temps assez important, on va dire, dans ce qu'on fait. Merci. Merci pour les éléments de réponse. Jean-Philippe, on t'entend pas, Jean-Philippe. Ok, j'étais encore à la période du muet. C'est doit être une question C'est d'âge. bon, parfait. Bonjour, merci beaucoup pour ce travail et pour la présentation que vous nous avez faite. Moi, j'avais 2, 3 petits points et peut-être que vous avez croisé des éléments dans vos investigations, dans vos travaux qui pourraient les alimenter. Le, on bute en permanence sur cette question de justice, sur des questions très opérationnelles, très descriptives ou évidemment sur les politiques publiques. Je commencerai par l'exposition, c'est-à-dire qu'on connaît tous des terrains très inondables ou qui ont subi des inondations graves. Dans certains cas, ce sont des zones très modestes socialement, économiquement. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Les 2 vallées où il y a eu le plus de morts dans l'Union européenne en mi-juillet 2021 sont une en déprise industrielle en Wallonie et une vallée très attractive en Allemagne. 120 morts dans le deuxième cas, des dizaines dans le premier, enfin, etc. Si on prenait, est-ce que on trouverait la même diversité sur les événements fréquents? On n'a pas l'information. Et quand je parle de l'exposition, c'est pas que l'exposition spatiale, c'est-à-dire que quand on observe que, parce que c'était mon sujet sur lequel j'ai plus travaillé ces dernières années, sur les victimes des inondations, on observe une surreprésentation des personnes âgées par rapport à la population générale, voire des collectivités concernées, mais pas des zones exposées, et une sous-représentation des enfants. On pourrait imaginer plein de choses, mais on n'a pas l'information.
sur les personnes âgées. Est-ce qu'elles habitent plus facilement dans les étages bas pour des raisons de mobilité ou est-ce qu'elles habitent plus facilement dans des quartiers? Mais on a cette diversité, on n'a pas l'information. Alors, l'expérience du Royaume-Uni est très intéressante et vu la façon très analytique dont a l'habitude de travailler le Flood Hazard Research Center, je ne doute pas qu'ils vont s'intéresser aussi à l'altitude de localisation dans les zones. Ils ont un héritage très long et dont bénéficient tous les collègues en Europe et au-delà. Sur la question de la vulnérabilité, ce que je disais, les communes ont l'habitude, un certain nombre de communes ont l'habitude de faire du cas par cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en termes d'alerte, en termes d'incitation à l'évacuation, en termes de choses comme ça. Mais dans les discours généraux, on a une pudeur à exposer ces cas-là, à exposer le fait de dire si vous êtes vulnérable, évacuez avant la moyenne des gens. Au Japon, c'est bien ou pas bien, mais il y a une alerte violette qui dit évacuer les personnes vulnérables. Mon interprétation de Café du Commerce, c'est de dire qu'on a tellement souci d'équité qu'on passe très souvent par l'égalité et donc on évite à stigmatiser des gens qui seraient vulnérables, mais qui matériellement, objectivement et médicalement devraient évacuer plus tôt parce que si on attend plus, ce sera plus compliqué et leur vie est plus menacée. Donc ça, ce sont des sujets qui sont dans des sujets, dans le meilleur des cas, non dits. Et je ne sais pas si vous avez croisé. Dernier point, mais je ne voudrais pas être trop long. Autant sur l'exposition initiale, on a qualitativement une grande diversité de situations sociales, mais on n'a pas les données représentatives, mais on ne les a pas non plus sur ce qui se passe après un événement grave. Comment les choses évoluent? On a des idées qui ne sont pas forcément mauvaises, mais on n'a pas les éléments pour vérifier. Sur l'évolution, sur les mobilités en dehors du quartier, sur ce genre de choses, par exemple, et donc sur la culture du risque, et donc sur les moyens d'y faire face, et donc sur la connaissance et leur perpétuation, on n'a pas non plus ces indications-là. Alors, dans vos travaux de bibliographie et dans ce projet-là ou dans d'autres, vous avez peut-être eu des éléments là-dessus et j'espère parce que je trouve qu'on est en gros manque. Merci beaucoup. Ouais, non, juste pour réagir. En fait, moi, il me semble qu'il y a aussi peut-être une différence à marquer entre les différentes dimensions de la gestion des risques. On parle de gestion de crise d'un côté, on peut parler ensuite de prévention de l'autre peut-être. Il me semble que dans le champ de la gestion de crise, alors peut-être pas forcément en France, mais d'une manière générale, on voit quand même de plus en plus de travaux très fins qui essayent de caractériser les publics, alors que ce soit les publics en situation de handicap, caractériser les publics effectivement et leur âge. Là, j'ai vu plein de travaux dernièrement sur effectivement comment on va alerter des populations malentendantes. Enfin, il y a tout un travail dans le champ de la gestion de crise, la préparation de la gestion de crise qui me semble très en avance. C'est un petit peu ce que vous expliquez là sur le Japon. C'est une dimension de la gestion des risques où là, finalement, on a une volonté d'être efficace vis-à-vis de l'instant T et de l'événement qui amène à être de plus en plus en identification de la multiplicité des vulnérabilités. Mais effectivement, il me semble aussi beaucoup moins présent dans les champs, dans ces autres volets de la gestion des inondations qui relèvent de la protection ou de la prévention, où là, effectivement, on reste dans une approche beaucoup plus spatiale globale, où finalement, on a une lecture quand même territoriale beaucoup moins fine. Et effectivement, pour le moment, alors là, j'ai pas véritablement d'exemple de terrain qui va aller creuser vraiment la sociologie quoi, des quartiers qui sont concernés. Après, c'est plus dans la mise en œuvre que finalement on voit bien qu'il y a des situations et des populations très diverses selon les territoires. Mais c'est vrai qu'on est dans une logique encore beaucoup de planification au sein de la gestion des risques qui fait que oui, je pense qu'il faut distinguer aussi effectivement les différents champs de l'action publique. Mathilde distinguait bien préparation des autres champs. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes
les mêmes avancées, en tout cas, et éléments de précision. Et puis, alors ça, c'était un premier point, en tout cas, qui est suite à votre intervention. Après, Mathilde, peut-être que tu voulais rebondir sur d'autres points. Sur l'après-événement, je voulais revenir aussi, mais c'est vrai que ça, c'est une dimension qui est apparue dans certains sites investigués. Là, je repense, Mathilde, au terrain en France, hein, par exemple à Blois, où l'après-événement et l'après mise en œuvre, en fait, hein, est toujours difficile à documenter. Quand on délocalise un quartier excessivement vulnérable, certes, bah, ensuite on pense peu le suivi des populations qui vont être concernées, leur parcours de vie futur, ça ce sont des questions et pour l'instant qui sont souvent difficiles à documenter, mais pourtant qui mériteraient en fait d'être appréhendées, mais en amont finalement. Quand on amorce ce type de projet, bah, avoir déjà aussi une réflexion sur sur les trajectoires des populations qui vont être impactées. Mathilde, si tu voulais rajouter des éléments. Mais ouais, non, c'est juste, effectivement, alors, là, vous aviez cette question du l'après-événement et de comment on suit, effectivement, pour avoir essayé de le suivre sur différents territoires en France où il y a eu des opérations de délocalisation. À chaque fois, oui, c'est excessivement difficile d'aller retrouver les populations concernées, reconstituer leur parcours de vie. Ça, c'est des choses assez complexes, mais qui néanmoins mériteraient d'être plus travaillées. Merci. Alors bon, vu que personne avait levé la main encore, je me suis permis de la lever. Moi, j'avais juste une remarque, enfin en tout cas une question. J'avais l'impression qu'on avait fait un constat qui était le même. Vous avez au bout d'un moment, vous parliez qu'il y avait une approche un petit peu trop techniciste, en tout cas pas trop, mais en tout cas une approche techniciste de la gestion du risque, où on met beaucoup, en tout cas l'investissement, on se porte beaucoup sur la prévision. Donc là, par exemple, si on parle alerte inondation, sur la prévision météorologique, hydrologique. Et je ne sais pas si vous avez le même constat que moi, mais j'ai le sentiment que du coup, cette approche trop techniciste nous a éloignés d'approche organisationnelle et sociale, ce qui nous a éloignés de, bah, du coup, comme vous en parliez depuis le début, de considération sociale sur les personnes vulnérables. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on a atteint d'une certaine manière un plein fond de verre techniciste, technologique sur la gestion de crise, où en fin de compte, il y a des considérations ailleurs, donc social, organisationnel, qui ferait très largement évoluer la gestion de la crise. Moi, je parlais organisationnel, par exemple, je parle de coordination entre les acteurs. Vous parlez de considération des personnes vulnérables. Je ne sais pas si vous avez eu ce même constat que moi par rapport à cette approche techniciste ou pas. Voilà, c'est un peu là où je voulais en venir. Bah, moi, si je peux réagir là dans la discussion. Alors, je ne sais pas si on a atteint le plafond de verre de nos capacités de prédictibilité des événements. En tout cas, je pense il y a encore des choses qui peuvent être faites parce qu'on a quand même des collègues aujourd'hui qui nous soulignent l'importance de travailler notamment sur le multi-aléa, c'est-à-dire Mhm. d'être en capacité de travailler sur, vous citiez, alors je saurais plus dire si c'est exactement les événements en Allemagne dont vous parliez tout à l'heure sur l'intervenant précédent, mais en tout cas, on sait par exemple que sur la combinaison d'aléas de type mouvement de terrain, inondation, de type extrême de chaleur, inondation, donc voilà, tout ce qui va être retrait gonflement des argiles, tout ce qui va être coulée de boue, tout ce qui va être déstabilisation des terrains, etc. On a, je pense, encore de la donnée, du savoir technique à acquérir, puisque voilà, je pensais à des événements belges et allemands, mais c'était l'automne 21, je pense, donc c'est peut-être pas ceux dont vous parliez, mais Si, vraiment, c'est ça. Je crois qu'il parlait ah, de ça, ouais. c'était bien cela. Oui, oui. Mais les pans de terrain qui sont tombés, c'était pas du tout le dessin qui était dans les plans de prévention des risques inondations. Donc, Mhm, et même dans le terrain niçois, je pense que sur mhm. la vallée de la Roya, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui encore du travail à faire
faire en termes de modélisation, de multi-aléas. On a aujourd'hui une possibilité, oui, voilà, d'agréger de la donnée à des échelles. On a la logique des PPR aujourd'hui qui est importante. On a aussi, je pense, du travail à faire sur des solidarités du travail sur les conséquences des inondations. Et ça Marie notamment travaille dessus, mais entre les milieux naturels, agricoles, moins densément urbanisés et les secteurs plus urbanisés. Parce que si alors là, je m'éloigne un tout petit peu de la technicité, mais tout ça pour dire qu'on n'est pas anti-technicien. C'est juste que, par exemple, voilà, si on considère que la France et les pays européens s'alignent dans la directive cadre inondation, on est quand même sur une logique de territoire à risque important, donc qui se définit par l'accumulation de population d'activités et qui cible prioritairement les espaces urbains. Bon, c'est là où il y a le plus d'enjeux humains, économiques, sociaux, infrastructurels, communicationnels, voilà, de concentration de valeur. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, on a aussi un intérêt à porter, notamment en termes de justice des territoires, sur les effets d'interrelation et d'effets d'inégalité de mise à contribution des territoires aussi, entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Donc, il y aurait un intérêt sur les échelles d'action dont on parlait tout à l'heure, parfois aussi à dézoomer à l'échelle des bassins, à l'échelle des continuums, à l'échelle de regarder d'autres échelles d'action, notamment pour voilà, avoir une approche sereine, notamment à l'échelle des intercommunalités, entre les efforts qui sont demandés aux territoires naturels, sensibles, agricoles, forestiers, etc., et la protection des espaces qui condensent le plus de population humaine. Donc, je ne sais pas si on arrive au plafond de verre de la connaissance technique. Moi, je ne crois pas, hein. On a encore beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire, je pense. Mais par contre, et c'est là où vraiment on est convaincu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire sur ces questions-là. Il n'y a pas que les politiques publiques qui ont besoin de battre leur coulpe de travail en de se désectorialiser, de travailler en mode projet, etc. Dans la recherche aussi, on sait qu'on est dans l'obligation de devoir le faire pour les années à venir. Donc on sait que sur les phénomènes je sais pas moi, si je prends l'événement de mouvement de terrain en Suisse, là, à Blatten, eh bien, on voit qu'il y avait très certainement, oui, des signaux faibles qui auraient pu être anticipés. On sait qu'il y aurait pu avoir une alerte, comme le débat porte très souvent sur l'alerte. Mais comme tu as l'air de le dire, Tom, il est évident que si on veut réussir la mise en sécurité des territoires et des populations aujourd'hui, on a un travail d'interdisciplinarité qui est nécessaire. Parce que si l'alerte est donnée suffisamment tôt, mais qu'elle est mal relayée dans les institutions, qu'elle est mal traduite à la population, que la population ne sait pas si elle doit s'organiser par quartier, si elle doit attendre que les populations arrivent, etc. S'il n'y a pas ces liens sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de littérature qui nous montre que les solidarités sociales préexistantes à l'événement produisent de la meilleure gestion de crise. Donc, cette histoire de justice, je pense qu'il ne faut pas la considérer comme hors sol, en fait. Elle est pas... et puis nous, enfin, je pense qu'on a quand même un travail qui est ancré dans les collectivités, qui nous permet de voir que ça résonne quand même au quotidien avec des préoccupations concrètes, économiques, financières, de ressources humaines, etc. Donc oui, il y a nécessairement un débat, un travail en interdisciplinarité qui doit se passer entre comment on améliore les logiques d'organisation des institutions, des groupes sociaux, de l'organisation à micro-échelle. Mais je ne pense pas que le plafond de verre soit atteint pour la connaissance technique. C'est juste qu'aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'est pas en capacité de fournir la réponse entière. Et que si Blatten, on avait pu le prévoir, bah, très certainement que l'aménagement du territoire se serait fait différemment ces 10 années précédentes, que les populations auraient été prévenues différemment. Enfin bon, là, les choses se sont finalement passées ainsi, mais voilà, sur tout un tas, je vois, reprenons l'actualité au quotidien, de toute façon, on aura des exemples au jour le jour, hein, sur l'Etna, sur tout ça. Donc voilà, très certainement que la connaissance technique et même la connaissance à signaux faibles de l'occurrence d'événements
n'est plus suffisante aujourd'hui, et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, mais elle Mhm. n'est plus tout à fait suffisante aujourd'hui pour assurer la mise en sécurité équitable et juste de l'ensemble de la population. Merci beaucoup. C'est- Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Il est 13h33. Bah, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour les éléments de réponse, évidemment, qui vont avec. On pourra retrouver du coup l'enregistrement sur notre chaîne YouTube assez prochainement, j'espère d'ici la fin de la semaine prochaine. De toute façon, on fera un post LinkedIn pour en informer nos adhérents et plus largement les gens qui gravitent autour de la FPCNT. Donc voilà, merci beaucoup et à très vite. Merci Bon beaucoup. appétit, bonne fin de enfin, bonne semaine, bonne fin d'après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.